À l'instar de la Suisse au cœur de l'Europe, le Japon possède une hiérarchie de complexité dans ses montres, avec des marques comme Grand Seiko qui viennent souvent en premier à l'esprit dans le segment du luxe. Cependant, tout comme les esprits libres artistiques de Suisse qui perpétuent des principes séculaires de l'artisanat, il existe une marque au Japon dotée d'une immense aura de mystère qui s'impose rapidement comme un nom avec lequel il faut compter. Elle porte tout simplement le nom de Credor. Et aujourd'hui, nous allons examiner les montres qui les ont fait connaître, la H2. Tout comme Grand Seiko, Credor était une filiale de luxe du grand groupe Seiko Watch Corporation, créé en 1974 pour produire des montres en métaux précieux sous le nom Credor qui se traduit du français par le sommet de l'or. Le nom a évolué vers Credor dans les années 1980, période durant laquelle leur logo à triple sommet surmonté de 3 étoiles a été introduit. Il est resté une comarque avec Seiko sur leur cadran tout au long des années 90 et a été principalement vendu au Japon, apparaissant sur des montres qui combinaient luxe et sport, ainsi que sur certaines pièces de joaillerie. Credor est réellement devenu un nom à part entière au début des années 2000 quand l'entreprise s'est engagée dans la haute horlogerie. En plus des modèles de haute joaillerie avec des prix de vente atteignant les 6 chiffres, Credor a lancé la série Node en 2004. Son nom est dérivé de l'astronomie, où il fait référence au point où 2 orbites se croisent. Cela a marqué un moment clé pour la marque, car elle a commencé à établir l'identité moderne de Credor et à sortir des pièces importantes en production limitée, telles que la Node Spring Drive sonnerie en 2006, la H en 2008 et la Node Spring Drive Minute Repeater en 2011. Il est clair que la technologie avancée des mouvements était un pilier de l'avenir de la marque, avec les complications sonores, les grandes complications et le tout premier système de retour de couple au monde présent dans le calibre 7R08 de la H comme exemple majeur. Mais l'une des idées reçues courantes concernant Credor concerne son positionnement par rapport à une marque comme Grand Seiko. Grand Seiko et Credor ne sont pas des marques horlogères différenciées par le prix. Au contraire, elles se distinguent davantage par leur philosophie de conception. Grand Seiko vise à créer une montre qui excelle par sa praticité grâce à la précision, la lisibilité et la durabilité comme principes fondamentaux. Tandis que Credor adopte une approche qui fait appel à l'expression artistique, plus encore au romantique sensible au raffinement de ces moments particuliers. C'est pourquoi Credor utilise des métiers d'art plus fins ou plus libres tout en respectant des codes de design stricts, comme Grand Seiko, et serait également plus ouvert à des collaborations avec différents designers. Et cela est illustré par la locomotive créée par Genta, une montre qui n'existerait probablement jamais dans l'univers de Grand Seiko. Comme Grand Seiko, Credor propose plusieurs gammes de prix, certains modèles débutant sous 10 000 $, mais ils sont rarement visibles hors du Japon. La raison pour laquelle cela surprend, c'est que Credor est surtout un nom que j'associe et je pense que nous associons plus souvent à la haute horlogerie, incarnant vraiment l'esprit de la haute horlogerie indépendante européenne. C'est ainsi que je perçois cette marque. Maintenant, la raison de cette affiliation provient principalement des modèles H et H2 qui sont les montres ayant permis à Credor d'atteindre un public plus large, toutes deux étant issues du célèbre Micro Artist Studio. Ces pièces de haute horlogerie sont issues de ce fameux atelier à Shirogiri situé dans la préfecture de Nagano au sein du célèbre Shinshu Watch Studio que j'ai eu l'occasion de visiter. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez y accéder via le lien ci-dessous. Le Micro Artist Studio a été ouvert en 2000 et abrite une petite équipe des meilleurs artisans du groupe, la Seiko Watch Corporation, qui met en avant l'artisanat de la haute horlogerie. En produisant un nombre très limité de pièces, dont on dit qu'il s'élève à quelques dizaines par an, les chefs-d'œuvre Grand Seiko et les pièces Credor sont produits au Micro Artist Studio, illustrant un raffinement et un niveau de détail exceptionnel. La H2 est l'un des exemples phares des capacités du Micro Artist Studio, lancé pour la première fois en 2014 afin de célébrer à la fois le 40e anniversaire de Credor et le 15e anniversaire de l'introduction du Spring Drive auprès du public. La collection contemporaine H2 comprend une série de 3 modèles, tous en métal précieux, et ils sont d'une simplicité trompeuse, leur apparence épurée, ne révélant pas immédiatement le niveau de travail artisanal complexe qui les caractérise. Les numéros de référence que nous allons examiner incluent le platine GBLT 997 avec son cadran en porcelaine bleue Ruri, le GBLT 998 en or rose et le GBLT 999 en platine, tous deux dotés d'un cadran en porcelaine blanche. Il est très rare d'avoir ces 3 montres ensemble, mais j'ai eu la chance de les avoir en ma possession presque une semaine.
Joe Kirk a eu la gentillesse d'apporter ses montres lorsque nous tournions d'autres vidéos ensemble et m'a vraiment permis de passer plus de temps avec elles pour vraiment les découvrir en profondeur. Le boîtier est un exemple parfait de l'esthétique épurée et nette avec des dimensions très portables. 39 mm de diamètre, une hauteur de boîtier de 10,3 mm incluant le verre saphir légèrement bombé et une longueur corne à corne de 45 mm. Que ce soit en platine ou en or rose, le boîtier présente un polissage Zaratsu qui crée un effet miroir. Normalement, un boîtier en or rose comme celui de la 998S serait trop tendre pour atteindre ce niveau de polissage, mais ici, le boîtier est fabriqué grâce à une technique de forgeage à froid où le métal est formé à température ambiante, ce qui augmente sa dureté. La forme de ce boîtier est l'un des principaux indices de la philosophie différente de Credor par rapport à Grand Seiko, avec l'absence de lignes marquées, privilégiant à la place des courbes douces et audacieuses. La large lunette inclinée encadre le cadran de manière à attirer l'attention sur la superbe porcelaine à l'intérieur, en la mettant en valeur grâce à une abondance de surface polie. L'étanchéité n'est que de 30 mètres, ce qui est typique pour une montre habillée. Les cornes sont larges et imposantes et le boîtier principal présente une légère inclinaison vers l'intérieur, du haut vers le fond du boîtier. Et à l'arrière, le pourtour du fond de boîte reçoit le même niveau de polissage que le reste du boîtier, fixé par 5 petites vis et encadrant le magnifique mouvement visible derrière la fenêtre en saphir. Nous y reviendrons plus tard. Les bracelets de 19 mm entre les cornes sont en cuir d'alligator rembourré, motif d'écaille choisi et doublure en cuir de veau très douce. À présent, cet engagement à découvrir davantage de détails se poursuit avec le cadran. Comme les montres de poche haut de gamme historiques, celles-ci sont fabriquées en porcelaine avec une finition multicouche qui met en valeur une profondeur et une saturation incroyables. Il n'y a aucun angle vif nulle part, la surface du cadran s'inclinant doucement vers le bord extérieur et près du centre, là où se trouve l'empilement des aiguilles. C'est particulièrement visible sur la variante Ruri bleu lapis, où la couleur devient plus claire à ces endroits. Le cadran subit plusieurs couches, qui sont ensuite cuites avec une glaçure supplémentaire pour créer un reflet éclatant. La porcelaine de la préfecture de Nagano est plus brillante que celle d'Arita, avec un émail mis au point en interne sur 3 ans. Le matériau du cadran est une chose, cependant, la présentation reste assez discrète, avec des aiguilles facettées simples et un contrepoids en forme de lune sur la trotteuse. Les marquages linéaires et le logo de la marque sont simples dans leur apparence, mais c'est lorsque vous réalisez comment cela a été obtenu que l'impression laissée par ce cadran prend tout son sens. La réalisation soignée de ces éléments est le résultat d'un processus de peinture à la main minutieux, qui demande une journée entière de concentration intense de la part d'un seul artisan pour y parvenir. Des lignes impeccables, des index horaires au logotype Credor, en passant même par la minuscule inscription à la base du cadran, tout est entièrement peint à la main. Une prouesse incroyable qui reste impressionnante même à travers un objectif macro. Et je me souviens que lorsque j'étais au Micro Artist Studio, ils parlaient de la technique nécessaire pour réussir cette peinture avec précision. Ils utilisent de petits pinceaux sur lesquels ils doivent exercer une pression pour s'assurer de créer ce contraste visuel avec les index et toutes les inscriptions du cadran. La technique ne consiste pas seulement à utiliser la pointe du pinceau, mais vraiment celle du poil, notamment dans les zones plus petites. La version Rory cadran platine présente des marquages blancs, tandis que les éléments du cadran en or rose sont réalisés en noir charbon. La version platine blanche, en revanche, présente des marquages bleus qui s'accordent avec les aiguilles bleuies à la flamme. Si vous connaissez le modèle, le H original avait un affichage de la réserve de marche assez polarisant côté cadran, mais il n'y a aucune interruption ici puisqu'elle se trouve désormais dans le mouvement au dos. À tous les égards, la H2 élimine toute distraction et tout excès, laissant transparaître sa nature artisanale. Mais ce n'est que lorsque vous commencez à comprendre ce qui se passe réellement dans la création du résultat final que vous commencez à l'apprécier encore plus. En parlant de ce cadran, et aussi magnifique que soit le reste de la montre, le calibre 7R14 est la véritable vedette ici. Produit du Micro Artist Studio, il appartient à un groupe d'élite de calibre de mouvement. Et c'est ici que sont fabriqués les mouvements les plus complexes pour Credor et la collection Masterpiece de Grand Seiko. Je ne veux pas revenir en détail sur le concept du Spring Drive ici, car nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne et j'ai différentes vidéos à ce sujet. Mais en essence, il combine une énergie mécanique avec la précision du quartz et un mouvement exclusif qui a été présenté pour la première fois en 1999 après des années de développement.
Un aspect de ce calibre Spring Drive en particulier qui mérite d'être mentionné est tout le système d'optimisation de l'énergie ajouté au mouvement, connu sous le nom de système de retour de couple. Lorsque le ressort moteur est entièrement remonté et que le couple est à son maximum, environ 30% de cette puissance disponible n'est pas nécessaire et donc gaspillée dans un mouvement conventionnel. Le système de retour de couple utilise cette énergie potentiellement gaspillée pour remonter le ressort moteur, augmentant ainsi la réserve de marche. Et dans le calibre 7R14 à remontage manuel, il reste actif pendant environ les 37 premières heures de sa réserve de marche de 60 heures, puis il se désengage du barillet. Cette fonctionnalité n'est utilisée que sur certains mouvements comme le 7R14 et le 9R02 de Grand Seiko, deux mouvements issus du Micro Artist Studio. Le 7R14 affiche une précision incroyable de plus ou moins 15 secondes par mois et il n'y a rien de comparable au spectacle du mouvement continu de l'aiguille des secondes pour vous rappeler la merveille du concept Spring Drive avec cette roue à inertie glissante. Au-delà des solutions techniques propres à ce mouvement, la finition de ce calibre est de tout premier ordre. Ici, l'accent n'est pas tant mis sur l'exubérance décorative que l'on trouve sur de nombreuses pièces de haute horlogerie, mais sur le niveau d'exécution stupéfiant dans une esthétique sobre et épurée, presque zen. Tout est pensé avec mesure, non pour combler le vide, mais pour montrer ce que donnent les techniques décoratives horlogères à leur plus haut niveau avec une touche japonaise. Le Micro Art Studio a notamment consulté Philippe Dufour pour la décoration et il est clair qu'ils ont clairement retenu ses enseignements. Creedor a même trouvé un moyen de se procurer le même bois tendre Genshin que Dufour pour polir en miroir les larges chanfreins des ponts. Un bois non originaire du Japon, mais obtenu auprès d'une université japonaise ayant trouvé comment le cultiver. Les bords biseautés des ponts sont spectaculaires, avec des surfaces de réflexion qui ne peuvent être obtenues qu'à la main. C'est particulièrement visible grâce à la courbure des ponts au centre, qui permet d'observer la roue de glissement. Et ici, la roue de glissement est également composée d'un matériau différent de celui d'autres montres utilisant un système Spring Drive, puisqu'elle est en alliage d'aluminium avec le bord extérieur en or. Les bords centraux des ponts convergents au centre sont conçus pour ressembler à la tige d'une fleur, ce qui est une touche vraiment sympa. Le barillet principal présente une découpe florale unique et des angles internes biseautés. Les ponts sont en laiton plaqué rhodium avec une finition à fines lignes. Et la campanule gravée, située à droite de la roue de glissement sur le pont opposé, indique la fabrication du mouvement au sein du studio Micro Art. Vous voyez ce symbole, c'est ce qui vous indique si le mouvement a été produit dans ce studio ou non. Le polissage continue sur les champs biseautés des rubis et vis, accentuant l'effet éblouissant, les vis étant thermotraitées. L'indicateur de réserve de marche a aussi une aiguille bleuie à la flamme et sa position côté mouvement est pour beaucoup de collectionneurs une amélioration sur la version côté cadran de l'original H. J'ai donc depuis longtemps envie de présenter ces montres plus en détail sur la chaîne. Je voulais pouvoir passer plus de temps avec elles pour le faire, mais ce sont des montres qui, à première vue, posent une question particulière, à la fois pour ces modèles, mais aussi pour Creedor en général. De nombreux avis partagés existent sur cette marque, en partie à cause du mystère qui l'entoure. Creedor a longtemps été une marque beaucoup reléguée au second plan en raison de son absence de distribution en dehors du Japon pendant des années. Son mystère ne se transmettait que par le bouche à oreille, devenant ainsi un symbole réservé aux initiés dans le monde de l'horlogerie. Cela semble toutefois évoluer rapidement grâce aux récentes initiatives de la marque en faveur d'une communication plus globale, ainsi qu'à l'annonce de sa participation au salon Watches and Wonders l'année prochaine en 2026. Ces lacunes de présence mondiale n'étaient qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup ignoraient ses créateurs. Lorsque j'ai découvert les modèles H, ils en étaient déjà à leur deuxième génération. Je les ai appréciés, cependant ils ne m'ont pas impressionné au premier abord, ce qui avec le recul me fait réaliser que je suis tombé dans le même piège que beaucoup de passionnés, ne pas comprendre ce qui est réellement présenté ici. J'ai toujours aimé le concept d'une montre qui se révèle davantage lorsqu'on découvre ces petits détails qui semblent cachés au premier abord. Même si cela peut sembler être la norme pour presque toutes les montres, ce n'est pas le cas. Certaines pièces manquent de surprise, étant plus ou moins ce qu'elles semblent être au premier regard. La H2 à première vue est remarquablement sobre, et certains pourraient même dire que son esthétique est sans prise de risque.
C'est une philosophie similaire à celle de Dufour ou d'autres indépendants suisses où la pureté de la forme est recherchée, les ornements ne se révélant que plus tard comme autant de points d'exclamation. Dans le cas de la H2, c'est une montre élégante à 3 aiguilles, simple, avec un prix qui se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Il est tout à fait compréhensible que beaucoup ne lui accordent pas une seconde attention. Cependant, si vous le faites, vous serez sûrement surpris au point de croire que les concepteurs savaient qu'un cercle restreint reviendrait vraiment s'y attarder. Avec le fond en porcelaine doté de son émail exclusif, un cadran peint à la main, une finition de mouvement de classe mondiale et une technologie discrète que les initiés sauront reconnaître et qui donne toute sa cohérence à l'ensemble, cela montre à quel point il s'agit peut-être de la montre Graal ultime, réservée aux initiés venant du Japon. Mais bon les gars, voilà mon avis sur la Credor H2. Ces montres sont intéressantes parce que d'un côté, elles ne semblent pas extraordinaires, mais à mesure qu'on les découvre, on commence à comprendre pourquoi elles le sont justement. Qu'en pensez-vous? Les trouvez-vous trop simples? Est-ce que vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi les gens s'y intéressent? J'aimerais lire vos commentaires ci-dessous, car une fois qu'on découvre tout ce que cette montre offre, l'appréciation augmente fortement. Si vous aimez ce genre de vidéo où l'on examine des montres indépendantes haut de gamme, laissez un commentaire ci-dessous, mettez un pouce bleu à cette vidéo, ça m'aide vraiment et ça soutient la chaîne. Et s'il y a une autre montre de cette catégorie que vous aimeriez que nous examinions, faites-le moi savoir également dans les commentaires ci-dessous. De plus, n'hésitez pas à consulter teddybalder.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. Et la façon dont nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons ici, c'est grâce à la vente de montres. Donc si vous êtes à la recherche d'une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients. Nous aimerions continuer à faire ce que nous faisons ici et nous aimons ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore beaucoup d'avoir regardé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.